Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la télévision nationale. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision nationale pour un nouveau numéro de votre émission de débat et d'analyse. L'émission Grand Angle, une émission, vous le savez, consacrée au débat sur les sujets des questions qui structurent l'actualité nationale. Ce soir, nous portons un coup de projecteur sur le système éducatif guinéen. Nous dresserons surtout un état des lieux, des principaux défis auxquels le système éducatif guinéen est confronté, avec en toile de fond un accent particulier sur les grèves à répétition et leurs répercussions sur le niveau des apprenants. Enfin, des pistes de solutions. Invité pour ce numéro, Aboubakar Mandela Camara. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, dans notre focus, nous porterons un regard critique sur la circulation routière à Conakry. Difficile, très difficile même les matins pour les populations de se déplacer à cause de la crise de véhicules. Ces femmes bol à main, ces hommes sac à main qui cherchent péniblement une occasion pour se rendre au bureau, à l'école, au chantier ou encore dans les marchés. Comment expliquer cette crise des véhicules au moment où le gouvernement a annoncé l'arrivée à Conakry de 150 bus pour le transport en commun? Pourquoi les bus ne sont toujours pas en circulation alors que la population souffre pour avoir une occasion pour se déplacer? Est-ce l'aménagement des arrêts bus annoncé par le ministre Ousmane Gawad Diallo pour faciliter la circulation de ces bus à Conakry? Est-ce l'aménagement des arrêts bus peut-il prendre autant de temps dans notre capitale? Autant de questions qui nourriront les analyses de nos chroniqueurs tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce numéro de Grand Angle. Nos chroniqueurs, Marie-Angélique Bangoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Un pincement de cœur lorsque je me suis rendu ce matin au lycée-collège 1er mars et Bonfi. Oui. En salle de classe, on voit, même pas en salle de classe, dans la cour de l'école, on voit un peu le mode vestimentaire des élèves qui laisse à désirer. Des tapettes à l'école. C'est vrai qu'après on me dira non, on n'est pas dans un pays anglophone, mais qu'est-ce qui nous différencie? Et après on voit... Mais là c'est interdit, il y a le règlement intérieur qui le dit. Ça, c'est pas un problème d'anglophone ou francophone. Non, c'est clairement interdit. Quel règlement intérieur? Chaussures fermées, David, tu verras. 80% des élèves sont en tapette ou en chaussures. Ça, c'est la légèreté de l'administration en place. Donc, franchement, c'est un peu très étonnant. Ça, c'est la légèreté de l'administration en place. On voit que les filles sont... Bon, je ne parle pas de la religion, mais tête attachée. Presque 70% des filles tête attachée. Parfois, il y a des arguments comme quoi je ne me suis pas fait coiffer. Entre autres, la religion musulmane le dit. Mais en fait, on est à l'école là. Oui. Il ne faut pas transporter... Et c'est les filles là, tu vas voir juste après la salle de classe, là, le mouchard n'est plus là. N'est plus là, voilà, mais ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait une uniformité, c'est-à-dire que tu vas à côté, c'est toutes les filles... Lycée Bonfi, 1er mars, ça c'est dans la commune de Matam. Voilà, mais c'est seulement là-bas. La direction communale de Matam, fais le tour, fais le tour, tu verras que... Oui, il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup comme ça. Donc sincèrement, c'est très important que... Bon, puisqu'on parle de l'éducation, hier on parlait de l'éducation, du comportement et tout ce qui s'ensuit. Mais franchement, il faut qu'on regarde un peu au fond, en fait. Notre cours doit être bien balayé, bien propre, un élève bien, une tenue propre, bien tenue, et puis après, pas de cheveux ébouriffés et tout ce qui s'ensuit. Le proviseur, le censeur, le directeur des études, c'est pas le principal dans ces écoles-là. Dès après la montée des couleurs, on vient s'asseoir là pour attendre les parents d'élèves, ces dossiers pour le livret, c'est 50 000, c'est 100 000. Voilà c'est à quoi on est préoccupé. On ne regarde plus comment les enfants rentrent. Sincèrement, donc c'est très important de porter un regard sur ça, parce que après tout... Matam, souvent, ces derniers temps-là, c'est pas... Non, c'est pas trop. Donc il faudrait qu'ils revoient ça, et puis voilà. Je crois que les élections à venir, la communale et législative, il faut que Matam choisisse de très bons cadres. Ça, c'est un roman. De l'éducation, à préciser l'éducation. Je crois que le ministère doit bien regarder ceux qui sont là pour affecter. Allez, bonsoir. Comme vous parlez d'élections, bonsoir à vous. Il y a des préfectures qui nous entourent, l'environnement, où on attend, c'est-à-dire au niveau de ces élections, l'enjeu reste le nombre de bulletins nuls.
Sinon, déjà, si c'est une seule liste qui a été validée... C'est pour le 31 mai. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ouais, Je voilà. dis, si c'est une seule liste qui a été validée, Oui. donc on connaît déjà, c'est le passant, à moins qu'il arrive à Il y a décider. des répondants sur le plateau. Là, tu peux en être sûr. Hein. Idrissa Cissé, bonsoir. Bonsoir, Grand Angle Douma. J'ai vu que David fait un peu le rime même quand il fait son lancement, autant de temps. Oui. Pour faire les arrêbus. Oui. Ah ouais, ça a attiré mon attention. Oui. On se demande pourquoi On a pris assez de temps. On a pris assez Le de ministre temps. Ousmane Gawal à cette place a dit que voilà, on est en train d'aménager, mais on a l'impression qu'on en fera le focus. Justement, et mon bonsoir va à l'endroit des Guinéens établis à l'étranger. Oui. Ils suivent bien cette émission. Je sais de quoi tu parles. Hein? On ne va pas revenir là-dessus. Non, mais j'ai juste salué Oui, les gens. j'ai compris le message, j'ai compris. Mamadou Salimba, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à Électricité de Guinée. D'accord. Oh, il y a certaines habitudes qu'on avait laissées qui reviennent. On avait pensé que c'était au temps de Jésus-Christ, là. Dans les quartiers maintenant, on entend oui, Tefa ou Tesiga. On voit les gens aussi se promener avec les chargeurs aujourd'hui pour dire que moi, je n'ai pas hésité de me procurer la dernière fois d'une torche. Ah, c'est ça. Il faut chercher une torche. Il faut mettre son chargeur le matin dans le sac. Et la nuit, il ne faut jamais oublier de brancher parce que dès 7 heures, le courant peut partir et on ne saura jamais à quelle heure le courant peut revenir. Je l'ai dit sur ce plateau ici. Le délestage. Les DG souffrent d'abord du problème de ressources humaines. Il y a un problème de ressources humaines. Les compétences ne sont pas. Les gens là, ils ne peuvent pas. C'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas. Le gouvernement a investi... On a dit de privatiser le secteur, on a dit non, c'est un secteur stratégique, il ne faut pas... Ok, mais le gouvernement achetons les torches. A investi énormément de fonds dans le secteur de l'énergie. En tout cas. Mais jusque-là, le résultat est chaotique. On souffre d'une crise d'énergie dans le pays. Sinon, on est... Et avec la canicule actuelle sur Conakry, si vous n'avez pas le courant à la maison, vous ne pouvez pas vivre à la maison. Vous l'avez des fois, vous ne dormez pas, il fait chaud. Vous ne pouvez pas dormir. Si vous ne l'avez pas dormir. Et là, EDG ne nous dit pas pourquoi il y a ce délestage. Peut-être qu'ils vont nous parler des tillages, mais on a trop entendu des tillages, on doit quand même dépasser ça aujourd'hui. On a des barrages quand même qui devraient nous permettre d'avoir régulièrement le courant, ne serait-ce qu'à Conakry. Mais même si on est incapable de fournir le courant à Conakry, je ne sais pas comment est-ce que c'est de l'intérieur ils vont faire. Ça, c'est le problème récurrent. On a l'impression que c'est autre problème, je ne sais pas quel autre secteur, un peu les stades, la rénovation des stades, c'est comme EDG, ça devient un peu le tombeau de certains ministres là. Chacun vient là, il fait ce qu'il peut, il ne parvient pas, et après lui on l'enterre, il y a un autre qui vient, ça devient des promesses et des promesses, ça ne va toujours pas, il te croit, il y a un problème de ressources humaines à ce niveau-là. Il faudrait bien que les autorités au plus haut niveau de l'État... Et pendant ce temps, les pauvres dames souffrent parce qu'elles ont les condiments, la provision de la semaine dans les... Elles souffrent d'autant plus que le matin déjà, pour aller au marché, il y a crise des bus. On en parle tout de suite. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau et nous allons parler de la circulation routière à Conakry. Difficile, très difficile aujourd'hui. Et chaque matin, les carrefours sont noirs de monde. Vous allez voir ces femmes avec un bol à la main, qu'elles veulent aller au marché pour acheter les aliments, pour acheter les condiments, venir les vendre là, ici, dans son quartier. Mais difficile d'avoir une occasion. Ici, sur ce plateau, il n'y a pas encore 2 semaines, le ministre Gawal était là. Il a dit, les bus sont à Conakry au nombre de 150 à Limou. On est en train d'aménager toujours les arrêts bus.
On est en train d'aménager les arrêts bus, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que les bus sont là qu'il n'y aura pas de crise. Tant que les bus ne sont en pas attendant, mettons-les en circulation, tant que les bus ne sont pas en circulation, il y aura toujours cette crise. Et même ça pourra soulager, mais ça ne pourra pas toujours pallier à cette crise. D'accord, son pesant d'ordonnance. Le ministre l'a dit, mais je pense qu'il y avait des préalables qu'on n'avait pas vraiment pu couvrir avant d'envoyer ces bus. D'abord, c'est le recrutement d'une entreprise capable de gérer. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues, beaucoup de sociétés sont venues pour gérer, en tout cas, le transport en République de Guinée. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi comme dans certains pays. Cette fois-ci, les autorités ont voulu un peu travailler sur ça, avoir une société qui a la capacité qu'il faut. Mais vu depuis que les bus sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu recruter? Oui, parce que certainement les soumissionnaires ne répondent pas d'abord aux normes. Ça, c'est le premier aspect. Le second, il a dit qu'il y a la construction de ces arrêts bus et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en attendant, s'il n'y a pas ces arrêts bus, s'il n'y a pas une société qui est capable de pouvoir gérer ça, on mettra ces bus en circulation pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois. Finalement, ce sont des bus qui vont se retrouver sans pneus. Ce sont des bus qui vont se retrouver tomber en panne au beau milieu de la chaussée et tout ce qui s'ensuit. Pendant ce temps, s'il y a une société, ça n'a pas... Si vous regardez ces 20 dernières années, je ne sais pas s'il n'y a pas 3 ou 4 sociétés qui sont arrivées. Et également, les bus ont été des mots de campagne présidentielle à chaque fois, mais finalement, ces bus sont là, mais il n'y a pas une bonne gestion. Je pense que c'est à ce niveau que le département de transport est en train de travailler. Le travail a trop duré maintenant. Ça oui, le travail va durer. La crise est là. Et il y a même une urgence, on pourrait dire. Oui, il y a une urgence. La crise est là, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais, quelle que soit la durée, je pense que si toutefois, c'est une bonne société qui arrive à être recrutée, une société qui va penser également à cette population. Il ne faut pas mettre du temps pour dire qu'on cherchait une bonne société et que cette société, 2 semaines ou 2 mois après le lancement, se plante et après on dit non. On a une société qui peut gérer ça pendant 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Je pense que si ça dure, on va accepter. Mais en attendant, il faut chercher une bonne société et ne brisez pas surtout les étapes, qu'on arrive à trouver des étapes. Et aujourd'hui, en attendant, on fait quoi? En attendant, on va continuer à nous débrouiller. On ne va pas souffrir, à nous débrouiller. Non, c'est le mot. On est habitué. On est habitué. On est habitué à souffrir. Ça fait combien d'années on n'a pas de société de transport ici? Ça n'a pas fait quelque chose. Maintenant, attendre 2 semaines ou 3 semaines. Non, c'est pas 2 semaines maintenant, ça dépasse largement. Non, mais déjà sur le terrain, vous avez vu, il y a la construction de ces arrêts de bus. Et je suis sûr. Non, un peu partout également. Donne juste un seul exemple. Tu as vu les téléspectateurs. Il y a beaucoup aujourd'hui des arrêts de bus. Il y a par exemple à Koza. Il y a également, si vous prenez vers Bamboto, tout ça, ce sont des arrêts de bus où on doit les renouveler, les construire même. Parce qu'il faut qu'il arrive à répondre aux attentes. Que ce soit 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, mais si toutefois on a une bonne société, je suis sûr qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Et on aura ici le directeur national de transport terrestre. Il reviendra sur tout ça. Vous allez voir qu'il y a un travail sérieux. Il viendra faire une communication. Un travail sérieux qu'il est en train de faire, d'en être fait. Et vous serez soulagé bientôt. Idrissa Cissé, il y a un peu d'amateurisme dans ça, non? Ou d'improvisation peut-être. Souvent, on n'a pas envoyé les bus alors qu'on n'est pas sûr d'avoir déjà une société pour gérer. Je n'aime pas revenir sur les propos de mes collègues sur ce plateau, mais après voir le raisonnement de Alimou, demander à la population de patienter dans la souffrance sans une solution palpable. Je n'ai pas envie de dire que c'est une insulte, mais c'est une moquerie à l'endroit de toutes les personnes qui sont... Non, c'est le directeur national, lui, il a une voiture 4x4 climatisée le matin. Il a son chauffeur, il sort. Au-delà du directeur, peut-être qu'Ali Moua a un moyen de déplacement. Quand ses enfants veulent aller à l'école, ils ne sont pas confrontés à ces problèmes. Ils ne se mettent pas à l'arrêt de bus pour attendre un véhicule. Lui, il n'est pas dans ce problème. Mais il doit comprendre que beaucoup d'autres Guinéens n'ont pas, cette possibilité. On ne peut pas dire que durant tout ce temps, on cherche une société crédible pour venir faire marcher nos sociétés chez nous. Ça existe, les sociétés,
les sociétés crédibles, ça existe. Elles n'ont pas prouvé d'abord. Attends, elles n'ont pas prouvé. En Sierra Leone, ça va. Les pays limitrophes, plus ou moins, ils n'ont pas ce problème. Non. Si nous, on n'a pas peut-être des personnes qui peuvent, des entreprises qui peuvent gérer, mais qu'on parte négocier avec ceux qui ne sont pas loin de nous, au moins pour faire marcher. Parce que vous vous imaginez, ça fait bientôt, ça va faire 1 an, ces bus sont garés. Juste parce qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un qui va gérer. En attendant, comme Ali nous le dit, on va s'habituer. On est habitué à la souffrance. C'est ce que j'ai dit. Les gens, beaucoup pensent que quand c'est la galère, quand c'est la souffrance, non, le Guinéen... on a l'impression que c'est une fatalité, quoi. Voilà, il faut vivre avec. C'est pas... c'est normal. Voilà, c'est le mot, c'est normal chez nous. Quand le Guinéen souffre, non, c'est normal. Il faut que ça soit comme ça. Il faut attacher les ceintures. Comme ce qu'on a mis dans la tête des pèlerins. Le pèlerinage, c'est la souffrance. Donc, nos parents, les vieux, à partir de la Ligue ici, il faut voir comment ils souffrent. Parce que c'est déjà inculqué dans leur tête. Alors que ça ne veut rien dire. Non. Après, je veux revenir sur quelque chose. Le ministre est installé là quand il nous a dit que les arrêts-bus sont en chantier. Honnêtement, avant qu'il ne parle, je n'avais pas remarqué. Mais je vous assure, David, depuis qu'il a parlé, chaque fois que je passe, je ne fais que chercher un lieu où il y a un chantier. Je n'ai pas vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais depuis qu'il a quitté ici. Tu n'as pas fait tout Conakry. Non, Il y a un seul arrêt-bus devant la Banque centrale. Même c'est la Banque centrale, il a cité. Maintenant, au-delà de ça, Ali nous parle de Koza. J'ai dit l'arrêt de bus à Koza, c'est là-bas depuis avant la colonisation. Il y a des fous qui dormaient là-bas. Je me demande où sont ces arrêts-bus. Est-ce que c'est des maquettes qu'on est en train de préfabriquer quelque part après on vient poser? Peut-être que c'est ça, mais vraiment, bon, je n'ai pas fait tout Conakry, mais mon trajet... Le peu que tu as fait, tu n'as pas vu. C'est pas peu. Non, normalement. Parce qu'après, il n'y a pas de chantier, c'est ça la vérité. Sur ce trajet, il y a des Guinéens qui sont quelque part qui peuvent se déplacer. Si je ne vois pas sur mon trajet, ça veut dire que... Le ministre Gamal même a dit qu'il y a un seul qui a été fait devant la Banque centrale. C'est ce qu'il a cité. Comment? Bon. Et les autres seront faits. Allons. Dans le temps. Bon, moi, quand on met en avant la construction des arrêts-bus, le recrutement d'une société pour expliquer un peu le retard de la mise en circulation de ces bus, on peut comprendre. Mais moi, à mon avis, il est beaucoup plus difficile d'acheter les bus, de les importer, que de construire les arrêts-bus. En principe, ça ne devrait pas prendre... Je vous assure, si le président Mamadi Doumbouya tape du poing sur la table, là, en 24 les arrêts-bus, ça va être... Imaginez, depuis qu'on a vu ces bus-là garés au Palais du Peuple, ça fait plus de 3 mois. Et aujourd'hui, moi, je n'ai vu qu'un seul arrêt-bus, et c'est à Kalouma, devant la Banque centrale. Dans les autres communes... C'est là-bas tout le monde va s'embarquer. Dans les autres communes... Ça même est-ce que c'est le point de départ. C'est pour dire, jusque-là, rien n'est fait pour que ces arrêts-bus-là soient vraiment une réalité. Mais pourquoi, pendant qu'on était parti chercher ces bus-là, en attendant leur arrivée, pourquoi on n'a pas pu l'arrivée, ça fait pas au moins 1 mois, 2 mois. Et imaginez aussi, on lance un appel d'offres pour recruter un preneur. Pendant combien de temps on ne trouve pas un preneur? Ce qui veut dire, ce n'est pas la seule raison pour expliquer... On est un peu dans l'improvisation. On est dans l'improvisation. Sinon, comment est-ce qu'on peut lancer même un comment on appelle ça, bateau-bus, Conakry Kamsar, on est incapable de construire des arrêts-bus. Je pense que c'est un pas le même projet. Ce n'est pas le même projet. Les bateaux-bus là même sont où? Les bateaux-bus là sont garés là-bas. Moi, à mon avis, la construction des arrêts-bus, ce n'est pas la seule raison qui peut expliquer le retard de la mise en circulation des bus. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir dans les rues. Et le matin, le ministre il a son chauffeur, il a sa voiture 4x4 bien climatisée, il ne paye pas le carburant. Tranquille, il est à son département. Les chefs de cabinet, je ne sais pas s'il en a de lui aussi. Tout le monde sort le matin, chacun est dans sa voiture, on regarde les gens à la plaque et puis on passe. On s'en va. Je ne sais même pas si on parle même de la construction de ces arrêts-bus. Quand on arrive au département, ce n'est pas une priorité. On n'en parle même pas. Les bus sont là, ça attend et les gens souffrent.
Pourquoi pas mettre en circulation ces bus en attendant la construction de ces arrêts? On peut garer au niveau de ces anciens arrêts. On peut continuer avec les anciens arrêts là. Avec les anciens arrêts, on peut utiliser ça en attendant. En tout cas, pour soulager vraiment la population qui, pour le moment, est en train de souffrir énormément. Marie, je crois les responsables du département, chacun ayant sa voiture, ça ne doit pas être une priorité pour eux. Parce que si chacun s'arrêtait 1 heure à la plaque pour avoir un véhicule, arrivé au département, je suis sûr et certain, on allait mettre ça au devant de la scène. C'est sûr. On est en train de parler de bus et je me dis encore que vraiment la Guinée est vraiment en retard. Parce que dans ce domaine, c'est vraiment, c'est dommage. Là, qu'on n'ait pas de bus, c'est-à-dire le bus qui te prend d'un point à un autre, avec des numéros, avec des identifiants, comme on voit à côté. C'est-à-dire, tu sais déjà qu'il y a un bus spécialement dédié de Dixine à Kaloum. Les lignes, en fait. T'as pas à bousculer quelqu'un le matin, ni à l'aller, ni au retour. Ça, c'est l'idéal. Marie est en train de rêver, là. Je me vois dans son rêve aussi. Mais je pour ma santé mentale, je l'accompagne. Mais c'est ça, parce que c'est ce qui se passe. C'est C'est-à-dire, tu es là tranquillement, tu attends ton bus, personne ne te dérange. Tu ne déranges personne, tu rentres tranquillement, tu es assise et après tu descends et tu vois, en fait, tu as des heures. Donc ça d'abord, c'est ça qu'on appelle le planning. Si jamais on est en train de chercher quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a vraiment des moyens, puisqu'on est en train de chercher à recruter, il ne faut pas avoir à cette base. Quelqu'un qui a une ouverture sur la gestion de bus, équivalent à ce que je suis en train de dire là. Je pense qu'on a la personne. Mais si on est en train de toujours chercher la même personne, quand les bus seront en panne, il faut la personne qui aura à avoir l'argent pour ceci, cela. Mais il faut une stratégie, voilà, pure. On a l'impression même que le département même ne s'y connaît pas. Mais oui, bien sûr. Il ne s'y connaît pas. Mais sinon, il ne s'y connaît pas. Il y a des spécialistes, il y a des experts. Ces spécialistes, ils font quoi? Depuis combien de temps? Oui, depuis combien de temps? Il y a des préalables, je vous l'ai dit. Les préalables là devaient être étudiés avant que les bus ne viennent en Guinée. Quel que soit, on peut d'abord envoyer les bus plus difficiles que avoir cette société, construire ces arrêts de bus. Mais je pense que l'essentiel d'abord, il y a un premier pas. Le premier pas, il y a les bus qui sont là. Maintenant, le second pas, il faut avoir, ce n'est pas la première fois que la Guinée envoie ici des bus. Ce n'est pas la deuxième fois, ça ne sera pas la dernière fois. Il savait qu'il y a ce problème. On devait l'étudier avant d'acheter les bus. Le premier problème, c'est la gestion qui est là. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher une entreprise au lieu d'un individu qui s'y connaît? Parce qu'il y a aussi cet aspect. C'est ce que je dis, c'est une entreprise, une société qui est capable de gérer. Mais pour combien de temps on va chercher l'entreprise? Quel que soit. Il n'y a pas une entreprise idéale. Quel que soit ce qu'on va faire, il n'y a pas une entreprise idéale, mais quel que soit ce qu'on va faire, ayons une entreprise capable de gérer, pas une entreprise de 2 ans ou de 5 ans. On a vu ici les Sogui Trans. Ça fait combien d'années? On a vu que Ali Moussi, vous sortez le matin, vous venez à la plaque là. Vous allez voir ces femmes là, ça fait pitié. Ces élèves là, ces enfants qui cherchent une occasion à venir à l'école, ça fait pitié. Lorsque ces bus, on a vu les bus de Kouyaté ici, qui sont partis même peut-être avant Kouyaté. Ça fait combien? Mais attends, d'accord. Est-ce que on a fait l'état des lieux? C'est sur cette base là on a fait venir les bus. Ça ne devait plus tarder. On a fait l'état des lieux. On a vu que c'est la gestion qui a manqué. Cette gestion qui a manqué. C'est cette gestion manquée là qu'on devait analyser avant de sortir l'argent à aller acheter les bus. Est-ce que chaque année il faut qu'on achète des bus? Il faut qu'on change. Non, pas chaque année, mais si on doit acheter, on doit étudier avant d'acheter les bus. Vous êtes en train de parler ici de comment je veux EDG. Parce que déjà, si toutefois, ça c'est un autre gouffre, ça c'est l'argent qui a été injecté avec des failles. Maintenant, s'il y a une société capable de prendre, parce que ce n'est pas facile, ce que vous êtes en train de dire ici, ce n'est pas facile d'avoir une société de transport capable de faire le travail. Le département le savait. David, est-ce que avant d'acheter les bus, on devait étudier tout ça? Est-ce qu'il ne fallait pas faire l'inverse? David, il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire choisir la société, puisqu'on en a vécu, et non, évidemment. Au lieu
de venir garer les bus. Et imagine que ça va faire une année avec les intempéries, la pluie et tout ce qui s'ensuit. Donc j'imagine vous recrutez quelqu'un sans poste à pourvoir. Oui. Il y a un poste à pourvoir. Vous ne pouvez pas non plus créer le poste. Vous ne pouvez pas non plus, Alimou, créer le poste pendant un an. Mais vous cherchez quelqu'un. On ne peut pas recruter une société pour dire que les bus arrivent. Oui, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas non plus faire venir les bus pendant un an. Les bus sont garés. On va créer des pannes là-bas. La question qui taraude un peu mon esprit, Alimou fait exprès de raisonner de la sorte. Non, il est au sérieux. S'il est au sérieux, honnêtement parlant, il y a problème. Non, il y a problème. C'est pourquoi on est en train de résoudre et trouver une société capable. Attendez, dans quelques semaines, vous allez trouver des annonces. Déjà, les bus sont le porte-parole du gouvernement a dit ici qu'on est en train d'installer les arrêt-bus. On les a vus? Non. Déjà, vous avez parlé. Il y a un arrêt-bus qui est là. C'est le problème. L'arrêt-bus était là déjà. Mais ça, je ne pense pas que cet arrêt-bus ait été fait dans le sens là de... Mais oui, 150 bus pour 2 arrêt-bus. Parce que dans la c'est un arrêt-bus. Voilà. Pendant ce temps, comme vous n'avez pas un moyen de déplacement, en sortant de chez vous le matin, vous êtes déjà stressé parce que vous savez que vous je ne sais pas quel pays de l'Afrique orientale, avec la crise des carburants, la présidente a demandé clairement aux membres du gouvernement de prendre le bus, tout le monde, en Zambie ou en Tanzanie. Tout le monde monte dans le bus là. Si, je crois, on faisait ça un matin pour tous les ministres là, les bus là seraient déjà en circulation. Parce que ces bus là, ils allaient sortir pour circuler. On allait régler le problème. Ça allait être réglé. Je suis d'accord. Mais tant que chacun vient avec sa veste, il monte et il dit au chauffeur, on se retrouve à la plaque. Pendant ce temps, il y a une question qui me taraude l'esprit. Et donc, on parle d'arrêt de bus, mais les stationnements de bus, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, je pense qu'à la fin de la soirée, après toute circulation, il est très important que ces bus se regroupent. C'est-à-dire qu'il y a un lieu spécial où ces bus... Il y en a à Matoto. Déjà bien aménagé. Pour la circonstance. Pour la circonstance. On espère. Juste un peu de patience, ça va passer. On est quand même fatigué. Aujourd'hui, les moyens de transport... On n'a qu'à mettre les bus en circulation. On n'a qu'à les mettre en circulation. Il y a les tricycles. Il y a les minibus. C'est risqué. Non. Ça, c'est le prix. C'est risqué, Alimou. Oui, c'est risqué. Les enfants qui vont à l'école, on l'a dit ici. Les mettre sur une moto, c'est difficile. Quand le gouvernement a fait venir les bus, le gouvernement savait pertinemment qu'il n'y a pas de société ici. Le gouvernement devrait accélérer les choses, recruter les sociétés. Le changement, c'est un processus. Le changement, c'est un processus. C'est petit à petit. Mais on aura une société. Dans le temps. Mais le temps, dans 2 semaines, on va revenir sur cette question pour voir s'il y a une évolution. Ces bus-là, après progressivement, acquérir l'expérience et corriger. Allez, on va pas prendre le temps de tout qu'on va lancer. On sera sur le plan. Tous les problèmes, c'est un mois après. Mais on ne doit pas lancer pour lancer. On doit lancer ces bus pour soulager la population. Les plaques sont noires de monde. Quand je vois ces femmes-là, ça me fait pitié. Je vois ces enfants-là qui sont arrêtés, qui cherchent à s'embarquer. Et puis, c'est pas tout le monde qui a le prix de la moto. qui profitent dans ça. Couper le tronçon en deux. Oui, on coupe le tronçon en deux. Oui. Et puis quand vous n'avez pas là où tu dois payer 200 francs, 2000 francs, tu payes 4000. Oui. Dès que vous montez, on vous demande si vous avez la monnaie. Oui. Si vous n'avez pas les petites coupures, on vous prend pas. Ça, c'est une mauvaise foi. Si vous voulez partir, par exemple, à Madina, on vient jusqu'à Amdallah, on dit non. Je ne sais pas si le ministre Gawari et son cabinet sont au courant de tout ça. Et puis, il prend d'autres. Voilà. Il découpe les tronçons. Je ne sais pas si le ministre est au courant de tout ça. Non, il ne peut pas être au courant tant qu'il n'est pas à bord d'un taxi. Ça, c'est une mauvaise foi des chauffeurs. Maintenant, pour corriger ça, il faut mettre les bus en circulation. On doit mettre les bus en circulation. Il faut contrecarrer ces chauffeurs à travers les bus. Mettez-nous les bus en circulation, on en a besoin, nos enfants, nos épouses souffrent, tout le monde souffre. Les bus sont là, mettez-les en circulation, après on va corriger. Le reste, là, la société ou quoi, voilà, vous allez corriger ça après. En attendant, là, on en a besoin dans la circulation. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à cette crise de véhicules dans la circulation à Conakry. Les gens souffrent beaucoup, monsieur le ministre, comprenez-le bien. Dans un instant, notre invité.
Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau, on va parler maintenant éducation. Encore faut-il que les enfants aient des bus pour aller à l'école. Mais on va parler quand même éducation et tout ce que l'État ces dernières années a mis comme effort financier pour améliorer les conditions d'études d'abord des apprenants, mais ensuite les conditions de vie de ceux qui s'occupent de nos enfants dans les écoles. Malgré tout cela, il y a encore des défis auxquels le système éducatif guinéen fait face. Pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau, prise de parole attendue de M. Aboubakar Mandela Kamara. M. Kamara, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Yombuno et bonsoir à toute l'équipe, y compris les techniciens. Oui. Et je voudrais commencer par vous féliciter. Merci. Parce qu'il faut le reconnaître, cette émission Grand Angle aujourd'hui est devenue une référence merci beaucoup. Dans le paysage médiatique en Guinée. Merci beaucoup. Merci pour ces compliments. Vous n'avez pas eu de problème pour arriver ici, le véhicule? Bon, nous sommes tous en Guinée. Vous avez votre voiture à vous? Ah non, c'est le transport commun aujourd'hui, mais nous subissons tous les mêmes réalités. Oui, c'est difficile, non? Oh oui, c'est difficile, je crois, avec le temps, avec le grand programme, le projet Simandou qu'on a lancé, je crois que les choses vont bouger. D'accord, on l'espère. L'espoir est permis. Oui, on l'espère. On l'espère vivement. Alors, on va parler un peu du système éducatif. Est-ce qu'on peut déjà faire l'état des lieux, ce que l'État a fait ces dernières années, depuis 2021? Bon, on ne peut pas égrener toutes les réformes ou toutes les actions qui ont été faites, mais on peut égrener ce que nous pouvons appeler comme étant des réformes. Des réformes qui ont un impact structurel sur le système et qui pourraient produire des résultats à court, moyen et long terme. Vous savez, pendant la période de la transition, le système éducatif était subdivisé en 3 sous-secteurs. Oui. Donc il y avait le pré-universitaire, moi-même j'étais au pré-universitaire en tant que conseiller technique. Il y avait l'enseignement technique, la formation professionnelle. Tout à fait. On avait vu à ça, il y avait aussi le supérieur. Alors lorsque nous prenons sous-secteur par sous-secteur, ne serait-ce qu'une ou 2 réformes, au niveau du pré-universitaire, nous pouvons par exemple parler de la révision des programmes qui a été engagée. D'accord. Je crois que ça, c'est une initiative salutaire, mais qui continue toujours. Récemment, vous avez vu, le ministre de l'Éducation nationale a lancé la réforme des programmes au niveau du secondaire. Déjà pour le primaire, on a évolué. Pour le préscolaire aussi, c'est déjà fait. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est une réforme structurelle qui peut avoir un grand impact parce qu'il faut réorienter notre système éducatif. Parce que les 40 dernières années, notre système éducatif ressemblait un peu à un bateau qui tanguait. On ne savait pas, sans boussole. Tout tanguait, on ne savait pas quelle est l'orientation de notre système éducatif. Quel est l'aboutissement? Quelles sont les finalités? Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu des erreurs de réforme qui ont été commises. En termes de réforme proprement dite, on a connu 2 réformes majeures en Guinée. D'accord, lesquelles? C'est la réforme à travers l'ordonnance 042 de 1959, après l'indépendance, donc qui a marqué la rupture entre le système éducatif colonial
dont l'objectif était juste de former des indigènes, des cadres subalternes parmi les indigènes. Et il y a eu la conférence nationale de 1984 après la prise du pouvoir par le CMRN. Donc ce sont les deux réformes majeures. Mais quand vous prenez à l'intérieur de chaque régime, il y a eu plusieurs ajustements de réformes. Quand vous prenez le premier régime, après cette réforme de 1959, en 1961, suite à la grève des enseignants, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. C'était une grève similaire aussi, parce que ça aussi c'était suite à ce problème des statuts particuliers des enseignants. Voilà, donc il y a eu une grève, il y avait eu une mésentente parce que les enseignants, les responsables de l'éducation n'étaient pas contents d'avoir perdu certains avantages à travers l'élaboration de ce statut particulier des enseignants. Donc ils ont déclenché une grève. À la suite de cela, donc le gouvernement a décidé à l'époque d'avoir une même mise sur l'école, donc de politiser l'école. Donc le parti État, à l'époque, le PDG-RDA, a essayé maintenant de créer des structures de la base au sommet pour contrôler l'école, parce que cette grève de 1961 a conduit à ce que nous avons appelé, ce qui a été appelé le complot des enseignants, dont nous connaissons tous les conséquences par la suite. Après cela, il y a eu cette réforme de 1964 avec la nationalisation de l'éducation. Donc cette nationalisation nous a poussé à instaurer ce qu'on appelle une éducation axée sur les valeurs culturelles africaines. Donc l'africanisation du système éducatif. Donc cette africanisation qui a connu son apogée en 1968 avec la révolution culturelle de 1968. Donc cette révolution culturelle inspirée de la révolution culturelle chinoise a servi de boussole, mais vu tous les problèmes qui s'en ont suivi avec la massification de l'éducation, on a parlé d'écoles de masse, voilà, donc avec cette massification, avec tous les problèmes qui s'en ont suivi, en 1997, ils ont décidé de revenir sur le système élitiste, donc sur le système élitiste. Mais c'était vers la fin du régime, en 1984, donc ceux qui sont venus, ils ont commis une grave erreur. L'erreur gravissime qui a été commise, c'est qu'on a jeté et l'eau de bain et le bébé. Il y avait des acquis à préserver. Oui. Au lieu de préserver les acquis, on a saboté tout. Oui. Donc vous vous souvenez, bon, jusqu'à présent on en parle, on dit Coco Lala, Bobo 27, donc Coco Lala, donc on a tellement saboté le système comme si rien n'avait été fait. Fort malheureusement, ceux qui ont conseillé les responsables politiques d'alors, donc les institutions internationales, notamment du Bretton Woods, donc les institutions financières internationales, c'est les mêmes qui reviennent maintenant cette année, c'est-à-dire qu'en 2020, au XXIe siècle là, qui reviennent pour nous dire, bon écoutez, on va réinstaurer les langues nationales. Alors que les langues nationales, depuis 1964, 68 était enseigné déjà. Donc il fallait juste réajuster au lieu de tout abandonner. Oui. On a dit il faut réorienter l'école guinéenne vers le développement, c'est-à-dire la production. Vous vous souvenez, vous devez savoir, les CR, les centres d'éducation révolutionnaire. Donc l'école était orientée vers le développement. Vous savez, effectivement, dans le tome 23, tome 23, informer, former pour transformer, le président Ahmed Sékou Touré a dit qu'aucun pays ne peut se développer sans des ouvriers et des techniciens qualifiés. Notre système éducatif était inspiré, je vous reviens là-dessus, sur la révolution chinoise. Aujourd'hui, où est la Chine? Deuxième puissance mondiale. Sur d'autres domaines, même en termes de technologie, c'est la première puissance. Était inspiré, on regardait des pays comme Singapour qui s'inspiraient de la Guinée dans d'autres domaines, aujourd'hui qui sont devenus des pays émergents à grande échelle. Il faut vous dire qu'il y a eu mais qu'à cela ne tienne, avec la prise de responsabilité
des CNRD en 2021, comme on le disait tantôt, des actions majeures ont été réalisées. On a parlé de la réforme des programmes. Toujours au préuniversitaire, une des réformes ou actions... On peut aussi citer la construction de beaucoup d'écoles à l'intérieur du pays, le recrutement des agents. Surtout les communautés ont joué un grand rôle dans la construction de ces enfants. Oui, il y a ce grand recrutement, mais il y a surtout aussi le développement de l'éducation préscolaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout citer, mais ce qui peut avoir un impact sur tout le système. C'est-à-dire que nous étions un des rares pays où les enfants n'étaient pas préparés très tôt, à bas âge, sur certains domaines. En termes de développement de leurs facultés, sur certains domaines, notamment en termes d'écriture, de lecture et autres. Donc ça a été, il y a eu la construction de plus de 500 salles de classe préscolaires au niveau du préuniversitaire, ça on peut se dire. Mais ce que moi j'ai beaucoup apprécié pendant cette période de la transition, c'est le fait qu'on a réussi à redorer l'image de l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est là où il y a la base. On se rappelle, c'est vrai, tout pays le président Mamadi Doumbouya avait même pris une mesure pour les enfants qui sont orientés là, avec une prime maintenant. Oui, non seulement il y a ça, à un moment donné, même le gouvernement, en tout cas, on a mis en vente des biens de l'État pour financer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce qu'il faut le reconnaître, on a tous besoin. Tous les pays ont besoin de grands intellectuels, surdiplômés, des savants et autres, mais un savant ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un qui va mettre en œuvre son plan, ses réflexions. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Sans oublier la révalorisation salariale aussi. Effectivement. Monsieur Camara, malgré tout, il y a tout un dégrogne à l'éducation. Que passe ça? Quand on prend l'historique du système éducatif guinéen, c'est un système qui est miné. C'est un système qui est miné par les... C'est un système qui est miné. Je reviens sur l'affaire de la grève de 1961. La grève de 1961. Il y a 5 ans, il y a 65 ans derrière là. Effectivement. La plupart des meneurs de ce mouvement en 1961 étaient en même temps soit des adhérents, soit des responsables de partis politiques. Je prends le cas de Koumandian Keita, je prends le cas de Djibril Tamsignan qui avait même fui, qui est allé au Sénégal. Je prends le cas de Routra, c'est Mamadou Traoré, et tant d'autres, des meneurs à l'époque. Donc, ce qu'il faut dire, à chaque fois qu'il y a un mouvement au niveau de l'éducation étant le secteur, le plus grand secteur, le secteur qui touche tout le territoire national, qui couvre l'ensemble du territoire national, même dans les petits hameaux. Dès qu'il y a un mouvement là, il y a des risques d'infiltration, soit par les hommes politiques, soit par d'autres couches, pour des raisons inavouées. Donc, je ne doute pas de la bonne foi des responsables actuels de l'intersyndicale de l'éducation. Leurs réclamations sont légitimes, il faut le reconnaître, sont légitimes. Ce que je leur reprocherais, c'est de ne pas peut-être analyser le contexte. C'est extrêmement important. Lorsqu'on doit faire des mouvements, lorsqu'on doit faire certaines réclamations, il faut analyser le contexte. Pour le cas de la Guinée actuellement, nous sommes en train de mettre en place, je ne suis pas analyste politique, mais je sais que nous sommes en train de finaliser le processus de mise en place des institutions constitutionnelles. Pour le moment, c'est le président de la République qui a été élu et nous tendons vers des élections. Et quand on programme des élections, il faut éviter tout mouvement social avant, pendant et après les élections. Parce que dès que vous le faites, il y aura toujours des infiltrations. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, regardez un peu l'actualité autour de nous. Autour de nous, nos pays frères, aujourd'hui, sont soit envahis, soit menacés de terrorisme. Et vous avez vu, même le long de nos frontières, récemment, il y a eu des troubles, il y a eu quelques mouvements. Donc ça veut dire, dès que vous programmez une grève quelconque, les gens ne vont même pas chercher à savoir quel est le but, comment vous voulez faire votre grève,
Est-ce qu'il s'agit de cesser les cours? Est-ce qu'il s'agit de faire une marche? Donc, ils profitent de ça, ils récupèrent votre mouvement pour passer à l'action. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que c'est légitime, les réclamations, mais il faut bien analyser le contexte. Légitime même quand l'État fait beaucoup d'efforts pour augmenter les salaires. Oui, il y a ça. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, l'indice salarial, la fonction publique, l'éducation, c'est largement au-dessus des autres, oui. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie et de travail, il ne faut pas voir le salaire. C'est-à-dire que même si on donne 1 milliard à chaque enseignant, ça ne va pas résoudre son problème. Ça va créer d'autres problèmes d'ordre économique, l'inflation et autres. C'est pas ça le problème. Il a dit que la véritable réforme que l'État est en train de faire et qui est salutaire, c'est concernant tous les fonctionnaires aujourd'hui, la vie avec la prise en charge. La prise en charge sanitaire. Avec la CNPS. Tout à l'heure, vous parlez du transport. Quand j'étais conseiller technique, je me rappelle que nous, membres du cabinet à l'époque, nous avions même suggéré au ministre à l'époque d'aller voir son collègue de transport pour voir comment mettre en disposition de l'éducation des bus pour que les élèves le matin, parce que moi-même quand je partais en ville, je prenais beaucoup, mais quand ils sont un peu âgés, parce que les tout petits ont peur, quand vous avez des véhicules 4x4, les tout petits ont peur, mais je prenais beaucoup de gens pour les déposer en ville, parce qu'il y a beaucoup qui sont en haute banlieue qui étudient en ville, et vice-versa. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est des réformes, par exemple, des actions qu'on peut prendre et qui pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. C'est pas seulement l'augmentation salariale, oui. Ça ne va pas c'est ce que les enseignants réclament souvent. Non, il faut voir loin. Oui, dans leurs réclamations, on ne voit pas ce que vous êtes en train de dire là. Il faut voir loin. Moi, depuis 2017, je crois que c'est 2017, quand il parlait de 8 millions. Oui. 8 millions moi, j'avais été approché par mes camarades, mes collègues de la société civile. Et nous avons tenu une réunion. Ils ont demandé mon avis. J'ai dit, demandez autre chose. Ne demandez pas le salaire. Demandez des logements sociaux. Voilà. Demandez des logements sociaux, demandez des transports, soit des moyens de transport, soit en tout cas des avantages par rapport à ça. On peut dire par exemple, tout enseignant ayant une carte, des logements, des indemnités de logement, et tout enseignant, s'il y a des bus dans la circulation, si partout on paye 2000 francs, lui paye 1000 francs. Donc, vous voyez, donc le logement, la même chose. Le côté sanitaire, la même chose. Parce que si vous augmentez les salaires, qu'est-ce qui va se passer? Le concessionnaire, quand il va apprendre que moi, Aboubakar Mandela, enseignant, je suis désormais payé à 8 millions, lui aussi, un mois après, le mois prochain, il va augmenter. Le transport va augmenter. Et même la vendeuse d'Atchéké va augmenter. Donc tout le monde va finalement... Ça ne va pas dépasser. Idrissa pour la question. Monsieur Mandela, concrètement, vous avez énuméré quelques pistes sur lesquelles on peut aller vers la perfection au niveau du système éducatif. Mais au-delà de toutes ces propositions, on doit commencer par quoi? Parce qu'après, il faut le reconnaître, le système éducatif, je ne dirais pas que le niveau est en train de baisser, mais on a l'impression que ça ne bouge pas. La génération d'aujourd'hui est meilleure que celle qui vient demain ou après-demain. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que nous ayons vraiment des sortants de l'université, des collégiens qui peuvent construire une phrase, verbe, sujet, complément là? Au fait, moi, mon problème, c'est-à-dire que c'est effectivement ça, le véritable problème. On ne doit pas viser comme finalité seulement la capacité de lire, écrire et compter. On passe à côté. C'est la capacité, la technicité de l'apprenant après son cursus de soi. La créativité, nous sommes au XXIe siècle. La créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat, ce sont ces capacités aujourd'hui qu'on doit développer. Ce qu'on doit développer, donc en termes de façon concrète, qu'est-ce que je voulais proposer? Il faut aller à une conférence nationale. D'accord. Il faut aller à une conférence nationale. À chaque fois qu'on change de régime, il faut se retrouver de nouveau pour se questionner. Se questionner et questionner. Questionner
le parcours. Ça fait plus de 70 ans, nous sommes indépendants. Nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons connu le régime socialiste, donc la révolution socialiste, donc qui avait une idéologie. Nous avons connu le régime libéral qui continue jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous dis que c'est des réformes majeures. Maintenant, il faut se retrouver pour voir, pendant le premier régime, dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pendant le second régime, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelles sont les erreurs qui ont été commises. Et quelle est aujourd'hui la vision même de la population en ce qui concerne l'éducation? Les parents d'élèves, la communauté, la population veut quel type d'école, pour quel type de Guinée et pour quel type de Guinée? Nous sommes au début de la 5e République, nous sommes dans la refondation. Je crois que c'est les réflexions, il ne faut pas. Mais vous êtes dans nos secteurs. Pourquoi vous ne proposez pas ça à vos chefs hiérarchiques, par exemple? Non, quand je ne suis plus au cabinet, mais quand on était là en 2023, à l'occasion du sommet mondial sur la transformation de l'éducation, il y a eu une conférence, mais elle était beaucoup plus élitiste. La conférence nationale dont je parle, c'est une conférence nationale précédée de consultation de la base au sommet. D'accord. Non, ça va au-delà des États généraux, parce que généralement les États généraux, c'est élitiste. C'est-à-dire que c'est nous qui nous retrouvons, et puis chacun parle un peu, et puis on fait un rapport. Non. Il faut qu'on demande le Guinéen, le Guinéen lambda, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de son enfant? Quel type d'éducation il veut qu'on donne à son enfant? Donc il faut cette orientation, il faut la révision même de la loi de l'orientation de l'éducation de 1997. Marie-Angélique pour sa question. Comme le disait une Anglaise, elle dit, mais quand vous rentrez dans les salles de classe de la Guinée, elles sont complètement mortes. C'est-à-dire qu'un tableau noir avec de la craie, plein de poussière, il n'y a aucune image vivante qui illustre peut-être une des, si tu veux, des idées, par exemple, lutte contre la déforestation, protection de la jeune fille, droit de la femme, un truc comme ça. Il dit que eux, ils ont dépassé ce niveau. Peut-être que c'est sa grand-mère qui était à cet espace-là. Imaginez quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui parle comme ça. Donc, on se dit que vraiment, ça ne change pas. Et nous, moi personnellement, si je reviens en arrière, c'est presque la même chose. Après 20 ans, ça ne change pas. On est toujours dans le même régime. Mais alors... la question. Voilà. Sincèrement, quand vous parlez de revenir vers les parents, je pense que c'est comme quand le CNT a fait presque le tour de la Guinée pour vraiment faire le sondage. On a besoin d'être en contact. Pour la constitution qui nous ressemble et nous rassemble désormais. Voilà, on a besoin de contact extérieur pour avoir aussi, si tu veux, un output, tu vois, non? Et puis avoir des idées extérieures qui peuvent nous aider. Et mettre en apport les parents pour construire notre éducation. Il y a la PAE, association de parents, je ne sais pas, je crois que leur contribution, c'est comme si c'est toujours voilà, donner de l'argent ou bien contribuer, etc. Mais je pense que cette association doit être vraiment la représentation, redynamiser, représenter les parents d'élèves et amis de l'école pour vraiment changer quelque chose. Par exemple, moi, j'ai une idée par rapport à l'école. Puisque je sors, je vois autre école. Salimou, Alimou, David et puis Idrissa qui est là. Donc, une idée comme ça, comment ça peut se passer pour que vraiment on puisse changer dans les années à venir? Parce que c'est redondant et puis on est un peu fatigué. Une telle étude ou un tel sondage il faut surtout confier la question aux chercheurs. D'accord. Aux chercheurs. Aux chercheurs. Parce qu'il faut éviter d'agir en fonction de ce qu'on pense être ou de ce qu'on connaît. C'est pour cela qu'il faut interroger tout le monde. En matière de recherche, ce n'est pas l'intellectuel qui est forcément l'informateur clé. Bien évidemment. Même un analphabète qui n'a jamais été à l'école, mais qui est là, qui observe, qui juge, peut donner de très belles idées en termes de réforme. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une école
qui nous ressemblent. Il faut faire beaucoup attention avec les consultations internationales. Il faut faire beaucoup attention avec les consultations internationales. Parce que ce qui nous dévie souvent, ce qui nous a dévié depuis 1984, la conférence de 1984, c'est qu'on fait appel à des consultants, parfois à des consultants sans repère, qui font du copier-coller, et finalement eux-mêmes ils reviennent pour nous dire on s'est trompé, on va assister à et ils sont chèrement payés des fois. Notre école est définie par la Guinée. Dans un de mes livres intitulé L'éducation en Guinée, ma vision pour une école nouvelle, j'ai indiqué que notre école doit être africanisée. C'est extrêmement important. Même guinéisé même. Et vous comprenez, c'est extrêmement important. Parce que vous trouvez, il n'y a pas un système éducatif universel. Il y a des systèmes éducatifs. À ne pas confondre avec les données scientifiques. Par exemple, en physique, les formules, en physique, en chimie, en mathématiques. À ne pas confondre. C'est extrêmement important. Il faut une école africanisée, ancrée dans nos valeurs. Il faut une école qui nous donne du travail, donc la professionnalisation de l'école. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'enfant qui étudie pendant 6 ans, il y a comme métier au monde qu'on peut faire pendant 6 ans et ne pas maîtriser. Ça n'existe pas. Donc l'enfant qui étudie pendant 6 ans, même s'il s'arrête là, il doit être capable de faire quelque chose de sa vie. Qu'il étudie pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à l'université. On va jusqu'à l'université, après Bac plus 3, on se demande... Il y en a qui sortent pour vous demander vous avez fait quoi à l'université. En quoi je pourrais être ça là c'est destiné à quoi. Il dit moi-même je ne connais pas. On redevient parasite. On redevient parasite. On est supporté par nos frères qui n'ont pas eu cette chance d'aller jusqu'à l'université. Et ce qui fait que notre école n'est plus attrayante. Donc il faut cette professionnalisation. Et après il faut l'ouverture. Comme vous parlez, vous l'avez dit, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui quand même il faut s'ouvrir aux réalités mondiales, notamment dans le domaine de la technologie. Et il faut s'ouvrir, c'est extrêmement important. Ali Moussouari a une question. Alors, Monsieur Mandela, moi, ma question est de savoir pourquoi on a peur d'assumer. Parce que vous êtes en train de faire un peu le parallèle, comme si toutefois ce sont les réformes de 1984 qui a fait un peu dévier le système éducatif. Pendant ce temps, ce sont les programmes qui ont été enseignés depuis 1984 qui continuent encore dans nos écoles. Et après ça, il y a eu des régimes qui se sont succédés, qui ont été incapables, parce que même en physique, ce que mon papa a étudié en 1985, c'est ce que son arrière-fils est en train d'étudier en 2025-2026. Ce qui veut dire que, même s'il y a eu des problèmes, ce que également, ces réformes ont produit quelque chose que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ? Parce que ce sont des réformes qu'on est en train de faire, maintenant des réformes qui sont en train d'enfoncer le système éducatif. Cissé a dit que l'universitaire d'hier est mieux formé que l'universitaire d'aujourd'hui. Et l'universitaire d'aujourd'hui est censé être mieux formé que celui qui va sortir demain. Réellement, qu'est-ce qui ne marche pas? Le problème est où? Le problème, d'abord, c'est qu'on n'a pas d'enseignants proprement dit. D'abord. Oui. Les enseignants de métier. On n'a pas d'enseignants de métier. On n'a pas d'enseignants de métier. Ou on a peu d'enseignants de métier. Parce qu'on a ouvert vers les 2007, on a ouvert à tout le monde. On a ouvert le recrutement au niveau de l'éducation, on a ouvert à tout le monde. Qui fait les institutions d'enseignement, les institutions de formation de formateurs ou pas, on a ouvert à tout le monde. Donc beaucoup de juristes, de sociologues, de géographes, d'historiens en ont profité pour venir à l'éducation. D'accord. Donc ça c'est un. De deux, il y a eu extinction des corps de métiers dans l'éducation. Quand je prends ici à la RTZ, ou bien cette émission, il y a les animateurs. Il y a les chroniqueurs, n'est-ce pas, le modérateur, les techniciens. Donc il y a plusieurs intervenants pour que cette émission puisse être puisse passer, puisse être suivie, n'est-ce pas? Il y a plusieurs intervenants. Mais à l'éducation aujourd'hui, on n'a pas d'inspecteur. On n'a pas d'inspecteur. Parce qu'il ne faut pas confondre quelqu'un qui a été nommé inspecteur et quelqu'un qui est inspecteur des métiers, qui a fait l'inspectorat comme formation. Oui, ça c'est fini.
Alors là, il y a problème. Ah oui, il n'y en a pas. Sérieux problème. Il n'y a pas d'inspecteur d'éducation. C'est un maillon important, un maillon très important. Il n'y a pas d'inspecteur. C'est pour cela, quand nous étions là-bas, on avait suggéré, c'est une réforme sanitaire aussi, d'envoyer tous ceux qui étaient à l'inspection générale, à l'ISEG, qui a collaboré avec des universités étrangères, notamment l'ICAD de Dakar, du Sénégal, pour former. Ils sont là-bas, ils sont en train d'être formés aujourd'hui en inspectorat comme métier. D'accord. Voilà. Et on n'a pas de gestionnaires scolaires, par exemple de proviseurs, de principaux, de censeurs qui ont été formés pour ça. C'est une récompense qu'on fait aux gens pour les nommer là. Donc on sort quelqu'un de la classe, on le nomme il y en a qui démarchent gestionnaire scolaire, on le nomme comme chef d'établissement. C'est extrêmement grave. Parce que un gestionnaire était malaisé. À l'école, il y a la gestion des ressources humaines. Tout à fait. Il y a la gestion des ressources financières. Il y a la gestion du matériel. Il y a la gestion du temps, tout ce qui est programme, emploi de temps et tout. Il y a la gestion des conflits, n'est-ce pas? Et des questions d'hygiène. Vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes passé dans une école avec Bonfi, n'est-ce pas? Les questions d'hygiène autres. Donc c'est pour vous dire que il y a une extinction des corps. Parce que dans les années 90, on avait envoyé des Guinéens à Dakar qui ont été formés à l'inspectorat, qui étaient là, qui suivaient de très près. Mais après, la plupart d'entre eux, soit ils sont décédés, soit ils sont maintenant à la retraite, ils sont fatigués maintenant, ils ne peuvent plus servir. Donc c'est ça le souci. Monsieur Kamara, il va falloir que vous reveniez la prochaine fois parce que vous êtes en train de toucher certains problèmes. Les solutions à l'interne, pas des solutions. On n'a pas donné la parole au téléspectateur. Deux simplement. Bonsoir. Merci. Appelez le directeur général de la marine marchande guinéenne parce qu'il a envisagé beaucoup de réformes. Je pense que c'est une réponse qui a été donnée à Cissé à propos du transport urbain. Il faut des sociétés étrangères car le contenu local n'a jamais satisfait le bonheur des citoyens. C'est M. Traoré qui nous a envoyé depuis Kindia. Bonjour, félicitations à toute l'équipe, M. Yombuno, vous faites du bon boulot. Je vous suis depuis Koumana dans Kouroussa, merci à vous. Et le dernier, bonsoir mes journalistes, je suis M. Dabou. Je connais bien Koumana. C'est qu'il est informé, merci, bonsoir, c'est qu'il est informé de plusieurs organisations inutiles dans les écoles telles que les rétros, c'est-à-dire on organise plusieurs choses comme les rétros dans les écoles. Le vrai problème. Les kermesses, ça danse beaucoup ces derniers temps dans les écoles. Je crois qu'il faut que le ministre Bibi regarde bien de ce côté-là pour dire aux gens cessez de danser formés. Et faire revenir le symbole. Voilà. J'espère que vous allez revenir un jour. Avec plaisir. Avec plaisir. On est vraiment désolé de vous interrompre comme ça parce que vous étiez sur une trajectoire qui était séduisante et convaincante. Mais nous avons des obligations de temps. Ça n'est fini pour ce numéro. Merci à vous quatre. Salut toutes mes excuses. Vous n'avez pas pu poser votre question. Ce n'est pas partie remise. Comme il a promis de revenir, vous aurez le temps la prochaine fois d'être le premier à poser la question. Merci au cadreur qui était là, Rachel Tedouno, derrière sa caméra. Nous a permis à Idrissa surtout d'être vu, à Marie-Angélique aussi. Merci aux autres cadreurs qui étaient là, à notre réalisateur Al-Khali Mohamed Keita. Merci aux ingénieurs de son qui nous ont permis d'être audibles un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays, en Afrique et un peu partout. Portez-vous bien. Ciao. Merci.